Salut à tous, vous écoutez Mécanique des cages, le podcast de la grimace du singe. Mon nom est Nicolas Argy et aujourd'hui on va parler d'un truc qui nous concerne tous. Pourquoi est-ce qu'on évite toujours le travail qui pourrait nous libérer ? Ce projet que tu repousses, cette décision que tu traînes à prendre, cette conversation que tu redoutes, ce business que tu n'as toujours pas commencé, l'appareil photo à 2000 boules tout neuf qui prend la poussière dans le placard de l'entrée, les haltères dans ton garage qui ont fini par rouiller, cette chaîne YouTube que tu vas commencer, ça fait déjà 2 ans que t'en parles, mais t'as toujours rien branlé. Ces cours de dessin où t'as peur d'aller, tu vois de quoi je parle ? Et si je te disais que c'est justement là que se trouve la magie que t'attends depuis toujours ? Perso, des fois, j'ai l'impression que mon cerveau fait tout pour esquiver mes désirs les plus profonds. J'ose espérer que je suis pas le seul. C'est incroyable, l'intelligence soudaine qui se déploie dans ces moments-là. Tous les arguments que le singe dans mon cerveau est capable d'inventer pour déguiser ma fuite. Il y a des jours, ça me rend fou. Le film tourne en boucle pour la 100e fois. On y est là, c'est une cage en fait. C'est l'impression d'être un spectateur enfermé au beau milieu d'un cerveau qui fait sa petite vie tout seul, armé de la même logique, toujours bien huilé. On peut pas s'échapper de ce délire sans d'abord comprendre ce qui se passe, discerner la mécanique. Parce que spoiler alerte, c'est rarement un problème de motivation ou de temps, ça c'est ce qu'on se dit, c'est ce que votre cerveau vous raconte. C'est ce que j'aime bien appeler la chasse d'eau du créatif, pour évacuer tout ce qui pue, qu'on n'a pas envie de sentir et encore moins de regarder. Non, le problème c'est quelque chose de beaucoup plus profond, et si on comprend pas le mécanisme, on n'arrivera jamais à changer. Comme je vous disais dans l'épisode 0, justement pour moi ce podcast, c'est ma façon de faire exploser cette cage. Je vais vous expliquer pourquoi et comment je compte y arriver. La magie que tu recherches se trouve dans le travail que tu évites. Cette citation, je pense que j'ai dû l'entendre il y a 2 ou 3 ans et elle m'a vraiment marqué. Parce que c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui ont du talent et qui arrivent jamais à exprimer leur potentiel créatif. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on préfère rester dans l'inconfort de l'insatisfaction plutôt qu'affronter l'inconfort du travail ? Parce qu'on le sait tous, qu'en chacun de nous, il y a un potentiel d'être plus heureux, plus puissant, de devenir la meilleure version de ce qu'on pourrait être. Et quoi que ça puisse signifier pour vous, en fait, il suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Vous savez déjà qui vous voulez devenir. Vous savez déjà ce que vous désirez vraiment dans la vie. Parce qu'on passe la plupart de notre temps à chercher des moyens d'éviter le travail le plus important pour nous, que ce soit à travers nos addictions, nos distractions, ou toute autre activité inutile pour passer le temps. C'est souvent d'ailleurs des trucs de gratification instantanée comme les jeux vidéo ou les séries télé. Ou d'autres trucs comme chercher des trucs et astuces ou des hacks pour... Putain, mon accent anglais, il est à chier. Des hacks de vie, pour essayer de tout accélérer, prendre des raccourcis. On se laisse balader par les modes de chaque nouveau régime alimentaire, le programme de tel ou tel influenceur, le nouveau gadget de sport, ou les programmes révolutionnaires qui va nous rendre secs et musclés en 2 jours, juste avant l'été. C'est une maladie quand même moderne, ça, de chercher à optimiser tous les détails. Et surtout, on cherche à optimiser tous les détails alors que le principal, il est loin d'être fait. Et encore moins avec régularité. Et ça concerne ce qui compte le plus pour nous, qui est jamais vraiment commencé. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, quand j'écrivais de la musique, t'as toujours une tendance, et encore une fois, c'est le cerveau de singe, qui te dit « Ah non, mais en fait, avant de commencer, il faut que j'achète ce micro. Il est beaucoup mieux pour la voix. Et puis, il faut que j'achète cette carte son parce que il y a moins de délai quand on fait de l'enregistrement et on s'entend mieux. Et puis, en fait, il me faut ce logiciel. Et puis, il faut que je trouve ces plugins-là pour mettre de la reverb sur la guitare. Et sinon, je pourrais pas commencer. » Pendant qu'on tergiverse à acheter du matos, à se baigner ou se vautrer même dans les tutoriels, en fait, on fout rien. Il y a rien qui avance. Mais on a une illusion de productivité. On se méprend de ne pas voir des résultats en accusant des détails qu'on pourrait améliorer alors qu'on n'a rien commencé. Plus vicieux encore, on se crée de la productivité factice en fait, pour s'abstenir de celle qu'il nous faut vraiment. Il y a aussi ce que j'aime bien appeler la procrastination productive. Déjà, c'est ce que je viens de vous dire, là, c'est se vautrer dans des tutoriels, l'enfer du tutoriel, c'est-à-dire qu'on est toujours en train d'apprendre plus, on n'en sait pas encore assez pour démarrer, alors qu'en fait, on n'apprend rien, puisqu'on n'applique pas ce qu'on apprend. Mais la procrastination productive, c'est un truc que je fais très souvent. C'est-à-dire qu'en fait, ici, nous, on vit en communauté avec mon frangin, mes parents, ma compagne et mes 2 filles, il y a pas mal de trucs à faire. Et au début, quand on est arrivé, j'avais déjà envie de créer cette chaîne YouTube, j'avais déjà envie de faire un podcast,
Mais il y avait toujours des trucs à faire. Il y avait des travaux, de l'entretien, et des trucs chiants que j'avais pas envie de faire non plus. Mais c'était juste un peu moins chiant que de démarrer ma chaîne YouTube, en fait. Donc j'allais le faire, et je me mentais en me disant que j'avais été super productif aujourd'hui, mais je choisissais juste le truc un peu moins confortable que ce que je devais faire. Et ça me suffisait. Mais au fond de nous, on sait toujours en fait qu'on est en train de se mentir, mais c'est assez inconscient. Mais ça pèse sur le mental. Surtout quand ça dure des années. Alors, à l'échelle d'une vie, je vous en parle même pas. Et pourtant, on sait tous que pour trouver le bonheur, il faudrait juste suivre notre instinct. On sait tous au fond de nous ce qu'on doit faire, ou ce qu'on devrait faire. Le monde aujourd'hui fait que nous mettre des bâtons dans les roues et nous berne en nous menant par le bout du nez dans des routines qui nous détruisent et nous volent le temps dont on aurait besoin pour y réfléchir en fait. Et surtout aujourd'hui, on est constamment exposé à la perfection toutes les 2 minutes. Tu vas sur Instagram, tu vois des mecs qui dessinent parfaitement toute la journée. On voit rien de toutes les merdes qu'ils ont produites avant. C'est juste des timelapses de 5 minutes où les gars te font une œuvre d'art sur 1 mètre par 2. Tout est toujours parfait. Du coup, t'es toujours en train de te comparer. Et t'as ton critique interne qui te rabaisse toujours. Et comment il s'y prend, lui? C'est très simple. En fait, il sélectionne un domaine de comparaison arbitraire, par exemple la popularité, le pouvoir, les muscles du mec. Ensuite, ton critique, il agit comme si ce domaine, c'était le seul qui ait de l'importance dans la vie. Et après, il te compare en désavantage avec une personne absolument brillante dans ce domaine. Ça peut même aller encore plus loin, en fait, parce que il peut utiliser ce fossé infranchissable entre toi et sa cible comme une preuve fondamentale de l'injustice de la vie. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on voit une majorité de gens qui se comportent comme des victimes. Et ça peut vous empêcher de commencer entièrement, en fait. C'est pas de votre faute, c'est juste que vous êtes nuls et que les autres sont tous meilleurs. C'est pas de notre faute, c'est le monde, c'est l'autre, c'est ma femme, c'est mes parents, c'est le gouvernement qui m'empêche de démarrer ma chaîne YouTube. C'est la morale de l'esclave, contrairement à la morale du maître. Si vous avez lu un peu Nietzsche, c'est des choses dont il parle. C'est une sorte de perte d'agence dans la société moderne, en fait, qui est assez catastrophique. Mais c'est un syndrome qui est très grave. Bon, voilà, on sort un peu du sujet de la créativité et des projets, mais c'est quand même renier sa responsabilité absolue sur les conséquences de nos actes et sur l'endroit où on en est dans la vie. Mais pour revenir au sujet, on est toujours en train de se comparer à 1000 versions meilleures que nous-mêmes. Ça, c'est pas un problème qu'on avait avant, si vous réfléchissez bien, parce qu'on vivait tous dans des petits patelins. On avait très peu ou pas du tout de contact avec le monde extérieur. Et finalement, le forgeron qui tapait sur son enclume toute la journée, c'était le meilleur à la forge. L'agriculteur, c'était le meilleur pour faire pousser les blés. Le boulanger, c'était le meilleur pour faire le pain. Et basta, tout le monde avait un peu d'estime et de dignité. Et personne se posait des questions existentielles. Aujourd'hui, peu importe que vous soyez bon dans quelque chose, vous allez toujours trouver quelqu'un en ligne qui va vous faire paraître complètement incompétent. Bon, alors pourquoi dans les projets créatifs, surtout les projets créatifs, on n'arrive pas à commencer? Il y a beaucoup de raisons à ça. Et je suis tombé sur un article sur Substack qui était très intéressant, que j'ai connecté à une autre idée, je vais vous en parler maintenant. C'est qu'inconsciemment, en fait, imaginons que vous alliez écrire un script de vidéo ou même commencer à écrire votre livre, que ça fait 10 ans que vous rêvez d'écrire. Vous commencez pas parce que inconsciemment vous voulez pas tuer la perfection que vous fantasmez. En fait, tout projet commence entièrement parfait dans notre imagination. Il n'y a pas de limite et vous n'avez pas les yeux dessus, il n'est pas encore concret. Donc il est parfait en fait. Vous savez que ça va déchirer, il va y avoir ça. En fait, vous avez pensé à 3 trucs, mais votre tête, elle extrapole tout et tout est nickel, tout est parfait. Et dans cet article, elle expliquait justement que, elle s'appelle Malvika, c'était en anglais. La création, c'est pas une naissance, c'est un meurtre. C'est l'assassinat de l'impossible au service du possible. Je vais vous citer une partie de son article. Il existe un moment, juste avant que la création ne commence, je vous l'ai traduit, je suis gentil, où l'œuvre existe sous sa forme la plus parfaite dans votre imagination. Elle vit dans un espace cristallin entre l'intention et l'exécution, où chaque mot est parfaitement choisi, chaque coup de pinceau délibéré, chaque note inévitable, mais uniquement dans votre esprit. Dans cet état d'avant la chute, l'œuvre est sans défaut parce qu'elle n'est rien, un fantôme de pur potentiel qui hante le créateur par sa beauté impossible. Mais au moment où vous commencez à créer quelque chose de réel, vous tuez la version parfaite qui vit dans votre esprit. La création n'est pas une naissance, je me répète, c'est un meurtre. Le meurtre de l'impossible au service du possible. Si c'est pas intéressant ça.
Et c'est à ce moment-là, en fait, que tout le monde s'arrête. Parce qu'on se pose, on commence à créer, on commence à développer l'idée de business, et en fait, on se rend compte que le réel, c'est pas aussi joli que dans notre tête. Et c'est ce point d'abandon qui est un seuil vachement important. C'est le moment où la réalité rattrape votre imagination. Alors en fait, on abandonne en voyant à quel point notre dessin est pourri ou notre paragraphe est illisible, notre composition bancale, notre code buggé, en le comparant à l'idée qu'on s'en faisait dans notre tête. Et c'est toujours plus facile dans ces moments de se dire qu'on n'avait pas les compétences, qu'il nous manque un truc, qu'il faudrait qu'on achète, comme je disais tout à l'heure, un tuto qu'il faudrait qu'on regarde. Mais en fait, tout ça, ça démontre qu'on ne comprend pas la vraie nature du travail. Et c'est ce moment justement qui sépare les consommateurs des créateurs. Et ça, c'est un concept sur lequel j'ai pas mal ruminé dans mes notes. Et je ferai certainement une vidéo là-dessus plus complète. Je pense que c'est un shift que beaucoup de gens dans la société devraient faire. Passer de passer de consommateur à créateur. Et ça peut paraître superficiel quand je vous dis ça comme ça, parce que vous vous dites oui, il faut arrêter d'acheter, il faut produire des choses, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que quand vous respectez pas le temps des gens, vous consommez leur temps. Quand vous explosez impulsivement face à votre compagne ou votre compagnon, parce qu'il a dit un truc qui vous plaît pas, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il a eu une mauvaise journée, que vous faites pas une pause pour essayer de rétablir un équilibre normal tout de suite, et que vous prenez ça comme une offense, et que vous vous lancez dans une guerre juste pour la gagner, parce que l'ego est démesuré, ou tout simplement parce que l'ego, tout le monde l'a, l'ego, eh ben vous consommez votre relation avec cette personne. Quand votre enfant vient vous voir pour vous parler d'un truc, super content, et que vous êtes en train de regarder un truc sur votre téléphone ou de faire autre chose, et que vous lui dites pas maintenant sans même le regarder, même si c'est important ce que vous faites, ben petit à petit, vous érodez sa confiance pour venir vous parler. Et après, quand il aura 16, 17 ans, ben vous vous direz, putain, il me raconte rien. Mais oui, mais en fait, tout ça, c'est pas magique. Encore une fois, je digresse, mais ne vous rassurez pas plutôt. Digresser, c'est ma spécialité. Donc revenons-en au sujet. Je parlais donc c'est ce moment-là, le point d'abandon, où on se heurte au réel quand on crée quelque chose, qui sépare les créateurs des consommateurs. Et c'est là que le travail commence vraiment. Parce que soit on décide de rester celui qui a eu une bonne idée, ou alors on décide d'être celui qui a fait quelque chose de concret. Et vous verrez, et là je vais paraphraser Malvika de Substack, que la réalité va se révéler comme un partenaire inattendu en fait. Et ça c'est très beau je trouve comme phrase, parce que c'est exactement ce que je retrouve quand j'écris moi. Vous allez vous battre contre des obstacles, et vous allez réussir à les surmonter. Et en fait, à travers un échange de coups, une sorte de sparring comme à la boxe entre le créateur et votre création, vous allez découvrir des nouveaux angles que vous n'aviez pas prévus. Vous vous étonnerez même parfois d'une direction que votre travail a pris. Et des fois, assez rarement, mais des fois, ce sera même meilleur que ce que vous pensiez. Mais ce ne sera pas ce que vous aviez imaginé. Donc ça, c'est un des premiers mécanismes d'évitement qui est vraiment inconscient. Si vous réfléchissez bien, c'est cette façon de se projeter dans le futur comme ça par rapport à un truc que vous alliez créer, mais ça peut même être un business ou des choses comme ça. Il n'y a que les humains qui sont capables de faire ça. Et Malvika, dans son article, elle cite l'exemple de l'araignée. Elle ne réfléchit pas à 1000 ans à la toile parfaite avant de commencer à la tisser, ni ne rumine des heures en contemplant les petits défauts de sa réalisation une fois qu'elle a terminé en fait. Et ça rejoint pas mal un concept de Ira Glass, dont j'avais entendu parler il y a quelque temps, qu'il a appelé le fossé entre le goût et la compétence. Parce qu'en fait, votre goût dans un domaine, par exemple la musique, la cuisine, la peinture, l'art, se développe beaucoup plus vite que votre compétence. Et ça, c'est une des raisons majeures pour laquelle on évite souvent le travail le plus important. Donc tant que votre travail reste imaginaire, il n'a aucune chance de vous décevoir. Il n'a aucune chance de se transformer en échec. L'unique moyen de créer quelque chose de parfait, en fait, c'est de créer beaucoup de choses imparfaites. Il y a cet exemple du prof de photo qui donne à 2 groupes d'élèves qui sont pas au courant de la tâche, ou je sais plus mais si c'est de la céramique, mais peu importe, l'exemple est valable pour les deux. À un groupe, il leur dit, vous avez 1 mois pour me faire le pot parfait. Bon, du coup, c'est de la céramique, vous avez deviné. Et aux autres, ils disent, vous avez 1 mois pour me faire le maximum de pots possible. Et en fait, pendant ce temps-là, pendant le mois qui va passer, le groupe à qui on a dit de faire le maximum de pots, ils se prennent pas la tête en fait. Ils font des pots. Et pendant ce temps-là, ils sont en train d'acquérir des compétences. Les autres, ils se disent, putain, faut que je fasse un pot parfait. Comment on fait un pot parfait? Ils vont sur Internet, alors ils commencent à regarder. Comment on fait un pot parfait? Ah putain, il me faut un tour de meilleure qualité.
Et puis, il me faut de l'argile en provenance de je sais pas où, une région reculée du monde parce que c'est la meilleure. Et puis, il me faut tel outil parce que s'il y a que celui-là, les autres, je fais des rayures sur mes pots avec. Enfin bref, vous avez compris le concept. À la fin de l'histoire, il y en a qui ont appris la carte, c'est-à-dire, ils savent plein de choses, mais ils ont rien appliqué. Et les autres, ils ont l'expérience. Ils ont fait beaucoup de merde, mais il y a certainement des pots qui sont magnifiques, en fait, dans ce qu'ils ont fait. La différence entre la carte et le territoire. Ça, c'est un autre concept vachement intéressant qu'on va couvrir certainement plusieurs fois dans les épisodes de ce podcast. Bon, j'avais prévu que cet épisode soit court et je vois ma liste de notes là. Bon, je l'ai pas scripté, je tiens ma promesse, mais à mon avis, on va largement dépasser les 10 minutes là. En fait, il faut complètement se détacher du produit fini. Encore une fois, je parle pas que de projet créatif. Parce que c'est dangereux de voir l'acte de création via le prisme du produit fini, comme la toile exposée pour le peintre, le livre terminé pour l'auteur sur les rayons de la Fnac. Parce que à partir du moment où vous voyez ça avant même d'avoir commencé, il y a plein de conditions qui viennent entraver votre processus créatif en fait. Tous les obstacles, vos peurs par rapport au jugement des gens, tout ça, des doutes et la conscience des limites de vos capacités. Et la foi candide qui était à l'origine de votre inspiration, ça devient une sorte d'anxiété dont vous êtes obsédé par le possible et l'impossible. Vous construisez un mur entre vous et le truc que vous souhaitez vraiment faire. Ça tue votre potentiel. Vous oubliez en fait qu'il suffit simplement de commencer. C'est le plaisir de créer qui doit primer, c'est pas le résultat que vous en attendez. Il y a personne qui est là pour juger, ça c'est vachement important. Quand vous êtes chez vous en train d'écrire ou d'enregistrer un podcast comme moi maintenant là, comme un con dans votre bureau à 10h54 du soir, parce que les enfants sont enfin couchés, il y a personne qui est là pour vous juger. Là, si je veux, j'appuie sur stop, moi, et puis j'efface mon fichier et je recommence. On est libre de faire toutes les erreurs du monde à ce moment-là. Et alors, une fois qu'on a ces erreurs sous les yeux, on peut les affiner. Et c'est là que c'est important le fossé entre goût et compétence, et tant mieux que votre goût se développe plus vite que votre compétence, parce que votre goût, c'est l'étoile polaire, c'est le guide. C'est ça qui va vous dire, putain, j'ai fait de la merde là, mais par contre, je sais ce qui est bien. Je sais ce qui me plaît. Ce sera la chrysalide de notre transformation en artiste achevé. C'est inutile, en fait, de créer pour le monde. Faut changer votre paradigme. N'écrivez pas, ne peignez pas, ne dansez pas, ne lancez pas un business pour les autres. Je sais que c'est con, parce que ça peut paraître con, surtout pour les business, mais en fait, non. Vous serez bien meilleur à créer des projets pour vous, résoudre vos propres problèmes, parce que c'est ceux que vous connaissez le mieux. Et après, il faut faire confiance, en fait, au 21e siècle. Alors là, je parle que de la technologie et de l'hyperconnexion, parce que si on commence à parler du 21e siècle, on n'est pas couché. Qu'on est hyper connecté aujourd'hui. Et des gens, vous allez en trouver. Il faut les laisser venir, en fait. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous allez vous dégoûter de vous-même. Il y a forcément des gens ailleurs, parce que faut pas se leurrer, on n'est pas si unique que ça, quand même. Il y a forcément des gens ailleurs qui vont être intéressés par ce que vous avez à raconter, à écrire, à dessiner, à jouer, qui partageront vos goûts et qui apprécieront votre personnalité unique. Ou pas si unique d'ailleurs. Je veux dire, il y a quand même des mecs qui ont des blogs où ils font des reviews d'aquarium pour les poissons, les gars. Je devrais pas dire les gars parce que je déteste les gens qui disent les gars. Les amis. Des blogs de review d'aquarium pour les poissons. Et les mecs vivent de ça. Ils testent des aquariums, des pompes, des machins, des trucs. Bon, je suis pas très expert en aquarium, j'ai toujours trouvé ça très con, mais bon, chacun ses goûts. Bref, digression, quand tu nous tiens. Donc oui, donnez-vous l'autorisation, la permission d'être médiocre, en fait. Parce qu'il y a que comme ça qu'on peut progresser. Et puis si vous voulez trouver votre voie, en fait, il faut commencer par faire quelque chose. Arrêtez de rechercher la perfection, surtout quand vous avez encore rien fait. Parce que ça, c'est une situation dans laquelle vous avez zéro perspective, en fait, pour émettre un jugement sur votre travail. Utilisez l'analogie du fromage et des chats, là. Qu'est-ce qu'ils racontent, vous allez me dire? C'est des expériences à la con, là, qui sont citées souvent, où ils mettent des rats dans des tubes, et en fait, ils leur accrochent un ressort au cul, avec un capteur de force de tirage, on va dire. Et au bout du tube, ils mettent du fromage. Et donc forcément, les rats commencent à galoper pour aller bouffer, et ils calculent donc la puissance à laquelle ils tirent. Donc ils mesurent la force, ensuite ils reviennent à zéro, et ils font la même chose,
Mais en plus de mettre l'odeur du fromage, pardon, c'était pas un bout de fromage, c'est juste l'odeur du fromage qui ventile un peu devant le tube. Il ventile l'odeur d'un chat derrière. Et là, le rat, je peux vous dire qu'il tire beaucoup plus. Et la conclusion de cette histoire, si on veut l'appliquer au contexte dont on est en train de parler, c'est que non seulement il faut courir vers quelque chose que vous voulez profondément, d'accord, mais en fait, il faut surtout fuir les choses que vous ne voulez pas. Tout le monde va vous dire, faites une liste de projets, mettez vos tâches, faites-vous une vision board que vous allez regarder tous les matins pendant 5 minutes avec la maison de vos rêves, le corps de vos rêves, le statut de votre compte en banque. Mais en fait, je pense que l'être humain est bien plus programmé pour fuir la douleur que courir après le plaisir. Surtout qu'aujourd'hui, du plaisir, on en a ras la gueule, donc je pense qu'on est largement accoutumé. Écrivez plutôt tout ce que vous voulez pas être. Je veux pas être en mauvaise santé. Je veux pas ne pas avoir de thunes. Je veux pas que mes enfants aient plus envie de me voir, etc., etc. Là, tout de suite, dès que vous allez faire quelque chose dans la journée, vous allez dire, putain, en fait, j'avais dit que je voulais pas être comme ça. Qu'est-ce qui se passe si on continue toute la journée à faire ce qu'on fait? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui se passe dans 5 ans? Qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? Qu'est-ce qui se passe dans 20 ans? Et jusqu'où ça peut aller? Et cette antivision, en fait, elle va vous permettre de filtrer la réalité. Vous allez mettre un nouveau filtre, en fait, de recherche sur tout ce qui se passe autour de vous. Une fois que vous avez décidé de tout ce que vous voulez pas être, de tout ce que vous voulez plus faire, de ce que vous voulez être et de ce que vous voulez vraiment faire dans la vie, votre attention, en fait, elle va être réglée sur des choses que vous voyiez pas avant. Et vous allez détecter des trucs que vous voyiez pas avant non plus. C'est un peu quand soudainement tu veux acheter une nouvelle bagnole et tu te dis j'aime bien celle-là et comme par hasard t'en vois 50 000 dans la rue alors que t'en voyais pas avant, tu vois. C'est exactement la même chose. Et si vous choisissez pas votre propre centre d'attention, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est la société qui va s'en charger à votre place. Ils vous attribueront, les médias et toutes les autres personnes vous attribueront des directions par défaut si vous le faites pas vous-même. Vous pouvez pas trouver ce que vous cherchez pas. Je sais que c'est con à dire, mais faut donc une volonté d'aller chercher les bonnes informations et un désir de viser autrement. C'est pour ça que la distraction, c'est le pire des remèdes à une vie décevante. Et pour mettre en œuvre votre vision, vous allez avoir besoin d'intégrité. Et ça, la plupart des gens, ils en ont pas. Parce qu'en fait, l'ennui, c'est un signal d'un besoin de changer quelque chose. Ça indique que vous n'êtes pas satisfait avec la vie à un moment. Je l'ai dit à ma grande il y a pas longtemps, ton destin dans la vie sera en grande partie déterminé sur ce que tu fais quand tu t'ennuies, ce que tu décides de faire quand tu t'ennuies. Au lieu de t'anesthésier avec du divertissement, il faut trouver des façons de rendre la vie un petit peu plus engageante. Identifier et poursuivre des activités qui ajoutent de la valeur et de l'excitation à vos journées. Bon, quelles autres excuses on peut bien avoir pour ne rien faire? Alors, je vais vous dire l'excuse, moi, que j'essaye de ne jamais utiliser. Et j'ai demandé aux gens autour de moi, je pense que je le dis jamais, et si je le dis, je me corrige. J'ai pas eu le temps. Moi, je me corrige quand je dis des conneries comme ça. Parce que c'est extrêmement rare, en fait, qu'on n'a pas eu le temps. On dit, j'ai pas pris le temps. Ok? Ah, t'es passé? Ah, j'ai pas eu le temps. Ah, ouais, tu pouvais partir 5 minutes avant. En fait, on a presque toujours le temps. Il suffit de le prendre. Ça s'appelle les priorités. Parce qu'aujourd'hui, on a tous le sentiment de devoir cocher des trucs sur une liste interminable de choses à faire. Je pense qu'inconsciemment, on nourrit l'espoir qu'une fois qu'on aura coché toutes les petites cases et que la liste sera enfin vide, on pourra enfin s'attaquer à ce qui compte vraiment. Sans jamais vraiment se poser la question de c'est quoi cette chose qui compte tellement? Cette mystérieuse destination qui justifierait notre empressement. Sans se demander non plus si cette destination finale, c'est pas elle-même une illusion. Il y a un mec qui s'appelle Gurvinder Bhokal, ça c'est pas parler d'aquarium forcément. Il y a un mec qui s'appelle Gurvinder Bhokal, encore un anglais, qui appelle ça le syndrome du bonheur à long terme. Et là, accrochez-vous parce que ça pique. Qu'est-ce que c'est le syndrome du bonheur à long terme? Je cite, « Cette impression familière que votre vie n'a pas encore commencé, que votre expérience du présent n'est qu'un prélude à quelque avenir idyllique. Cette idylle est un mirage qui se dissipera à votre approche, révélant que le prélude que vous avez précipité était en réalité celui de votre mort. » Je vous mens pas, j'ai les poils qui se dressent sur les bras quand je vous raconte ça. Ça fait mal quand même. On n'a pas le temps. On a trop de trucs à faire. Puis il y a le boulot qui dévore la majorité de notre temps. Les 3/4 de nos heures éveillées, et je pense bien beaucoup plus mentalement.
Bien davantage, devrais-je dire. Le boulot que j'ai toujours considéré, moi, quand j'étais employé, comme ce que j'appelle un inconfort tolérable, qu'on se convainc obligé de subir pour survivre et pouvoir s'offrir tout un tas de choses dont on n'a pas besoin pour impressionner des gens dont on n'a rien à branler. Qu'on se convainc obligé de subir, soit dans l'espoir que ces choses nous rapprocheront du but, soit parce qu'on se berce d'illusions sur le bonheur qu'elles nous apportent dans la vie. Toutes ces choses que vous devez ranger, laver, réparer, entretenir, déménager, assurer, remplacer, plier, trier, mettre à jour et parfois honteusement revendre. Il y a aussi toutes ces causes aujourd'hui. Alors là, putain, j'ouvre un dossier, mais je vous rassure, je le referme tout de suite parce qu'encore une fois, j'aimerais bien aller me coucher un moment. Toutes ces causes qu'on croit naïvement propres à notre époque, déjà première chose, et qu'on se sent obligé de soutenir, dont on invoque les effets sans jamais pourtant subir leurs conséquences. Tout ça pour se parer d'un peu de vertu morale et éviter le jugement des autres. Et les crabes au fond du panier ont toujours préféré faire redescendre ceux qui s'élèvent à leur niveau, plutôt que de se retrouver seuls dans le fond face à leur médiocrité. L'émancipation des évadés, ça provoquerait un peu leur courroux, si vous voyez, par jalousie. Ça leur rappellerait cruellement le courage qu'ils n'ont pas eu de délaisser les trivialités et d'affronter enfin leur âme. Donc on est toujours en train de courir pour arriver le plus vite possible dans un futur qui n'existera jamais que dans nos têtes. C'est un truc que Alan Watts disait dans L'éloge de l'insécurité, ça. Il explique que le cerveau, il est toujours en quête du bonheur. Et comme il est beaucoup plus préoccupé par le futur que le présent, il conçoit le bonheur comme la garantie d'un long futur rempli de plaisir. C'est ce qui génère d'ailleurs le syndrome du bonheur à terme de Gurvinder Bhokal, on rigole, Bogal, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais le cerveau, il sait aussi que le futur, il n'est pas infini. Et que pour être heureux, il doit essayer d'accumuler tous les plaisirs possibles qui s'offrent à lui, en l'espace de quelques années. Et le futur, il n'arrive jamais. Il peut pas faire partie de l'expérience de la réalité jusqu'à ce qu'il soit présent, dans le moment présent. Bon, je paraphrase très mal Alan Watts. Le futur, il est composé que d'éléments abstraits, des déductions, des prédictions, des inquiétudes. On peut pas le toucher, vous pouvez pas le sentir, vous pouvez pas le manger, l'entendre, le voir, et donc encore moins en profiter. Il n'existe pas. C'est le futur. Donc le poursuivre, c'est un peu, il dit, lui, comme poursuivre un fantôme qui est constamment en train de s'échapper. Et plus on essaie de le chasser rapidement, plus il s'échappe rapidement. Donc on est toujours en train de courir pour en avoir plus et plus encore. Le bonheur, il consiste donc plus en une réalité solide, substantielle que vous pouvez toucher, mais plutôt en des choses abstraites et superficielles comme des promesses, des espoirs, des garanties. Ah ouais, demain je sors avec machin. Et puis la semaine prochaine, on va au resto bouffer ça. Pour ça qu'on est toujours en train de courir dans notre tête pour essayer de produire ce bonheur. Et c'est un cercle vicieux fantastique en fait, qui doit toujours fabriquer plus de plaisir, parce que s'il s'arrête, il risque de s'effondrer dans le présent, et on va découvrir que le présent, il est vide de tout ça. On est tous les cobayes parfaits pour ce système, il continue. Parce qu'on est en permanence en train de se stimuler avec la télé, la radio, Internet, nos téléphones, les crimes, les scandales, les morts, les guerres, les ravages de la nature, les crashs d'avions, les combats de rue, les incendies. Tout ça nous titille en fait sans jamais nous apporter satisfaction. Du coup, on continue à chasser chaque nouveau désir pour essayer d'enfin être satisfait. C'est un peu la base du business de la culture de masse, de la société capitaliste. Attention, j'ai rien contre j'ai rien. Je suis pas anticapitaliste du tout. Il y a des choses très bien et il y a des choses très mal. Bon, je vais pas rester sur Alan Watts parce qu'il y aurait encore des choses à dire, mais sinon, je vais épuiser toutes mes idées et ce sera le premier et dernier podcast. Ce serait quand même un peu con. Donc ça, c'était pour l'excuse de manquer de temps. J'ai pas le temps. Ah, j'ai pas eu le temps. Ah non, j'ai pas le temps. Ah, désolé, j'ai pas le temps. L'autre truc, c'est l'infinie préparation. On en a un peu parlé avant. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se préparer. Il manque toujours quelque chose. Ralph Muller de la chaîne La Cartouche, YouTube, faut que je vous retrouve sa citation, attendez. La préparation nous donne le sentiment d'avancer tout en nous préservant des vertiges de l'acte. Encore une fois, parfait. Steven Pressfield, dans son bouquin La guerre de l'art, disait la procrastination est la manifestation la plus courante de la résistance parce que c'est la plus facile à rationaliser. La résistance, c'est un peu le héros de son bouquin. Si vous l'avez pas lu, il est très très court. Allez-y, franchement, c'est de la balle. Les gens intelligents, d'ailleurs, sont très 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 forts pour rationaliser leurs excuses. Et pour en revenir à cette peur de montrer son travail aux autres, en fait, il y a une sorte de chiffre dans sa tête qu'il faut bien comprendre. C'est que si vous voulez monter un business, si vous voulez écrire des livres, faire des vidéos sur YouTube ou des choses comme ça, vous avez le désir qu'elles existent. Donc forcément, dans ce désir, ça implique qu'il y ait des gens qui les regardent, qui les voient, qui les écoutent, ou qui achètent vos produits.
De toute façon, c'est très simple. Soit tu seras jugé, soit tu seras ignoré. De toute façon, il ne faut pas se mentir, il y a de l'ego dans tout ce qu'on fait. Et dans l'acte de création, il y en a beaucoup, je pense. Alors comment voulez-vous le flatter si vous ne montrez pas ce que vous faites? Après, le jugement des autres, honnêtement, on s'en fout. Personnellement, regardez, si ça vous plaît pas ce que je raconte, vous cliquez sur désabonner, se désabonner. Il n'y a aucun problème. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme je disais tout à l'heure. Sinon, en fait, vous allez vous bloquer. Si vous faites les choses pour les autres, vous allez vous bloquer dans un personnage, dans une façon de faire votre art, de quoi que ce soit que vous faites. Et plus il va y avoir de gens qui vous suivent, qui correspondent pas, en fait, puisque vous n'êtes pas vous-même, plus vous allez vous sentir obligé de rester bloqué dans une personne qui n'est pas vous. C'est pas une vie, ça, les amis. J'ai pas dit, les gars. Moi, je veux parler avec des gens qui résonnent avec mes idées. S'il y en a que 150, eh ben tant pis. Je m'en fous, moi, qu'il y en ait 100 000. De toute façon, je déteste les soirées où il y a du monde. Je préfère être avec 2-3 potes à discuter sérieusement. C'est quand même mieux d'échanger. L'objectif, c'est pas de construire une armée de faux alliés de convenance, comme j'aime les appeler. Et il faut pas se leurrer. Il y a un prix, en fait, à l'inaction. Il y a des conséquences psychologiques. Vous devenez frustré, amer. Vous pouvez même développer du ressentiment envers ceux qui réussissent sans vous en rendre compte. Il y a un prix à pas développer son potentiel. Si vous décidez de garder à l'intérieur ce que vous voulez vraiment par peur, résistance, paresse, procrastination, et progressivement vous devenez frustré, mauvais, sombre, torturé. D'abord c'est inconscient et puis progressivement ça devient consciemment. Il y a une phrase qui est attribuée à Carl Jung, qui est pas vraiment de Carl Jung, mais en fait ça reprend tout ce qu'il raconte, enfin pas mal de choses qu'il raconte. C'est, je cite, « Le monde est rempli de personnes qui souffrent de ne pas avoir vécu leur vie pleinement. Elles deviennent amères, critiques ou rigides, non pas parce que le monde est cruel envers elles, mais parce qu'elles ont trahi leur propre potentiel. L'artiste qui ne fait jamais d'art devient cynique envers ceux qui en font. L'amoureux qui ne risque jamais d'aimer se moque de la romance. Le penseur qui ne s'engage jamais dans une philosophie ricane face à la croyance elle-même. Et pourtant, tous souffrent, car au fond d'eux-mêmes ils savent, la vie qu'ils moquent est celle qu'ils étaient destinés à vivre. » Et pourquoi on se sabote comme ça? Pourquoi on fait tout sauf ce qu'on sait qu'on devrait faire? En fait, c'est pas parce qu'on n'en est pas capable. C'est à cause de notre ombre. Tout ce qu'on refoule à l'intérieur de nous-mêmes, nos désirs les plus profonds, nos peurs. Et Ralph Muller en parlait aussi dans une vidéo, là, à la cartouche. Il expliquait qu'en fait, notre potentiel si grand en nous nous appelle et nous oblige. Nos capacités les plus hautes nous montrent un destin qu'on peut chercher à fuir pour pas avoir à le gérer. Et comme je vous disais dans sa citation de tout à l'heure, ce qu'on a de meilleur nous donne le vertige. Il dit que l'échec, c'est cette vie confortable qu'on connaît déjà et donc qu'on contrôle. Et en fait, c'est comme ça inconsciemment qu'on s'y emmitouffe douillettement pour éviter les efforts et les responsabilités bien plus grands d'avoir connu le succès. Parce que le problème, une fois que vous atteignez votre potentiel, eh ben vous allez devoir vous y tenir, sinon vous allez vous décevoir. C'est d'ailleurs pas pour rien que j'ai toujours pas sorti ma quatrième vidéo Grimace du singe qui sera sur l'école et dont le titre pas du tout racoleur sera Éducation nationale, service ou danger public. En fait, c'est parce que la vidéo sur la destruction de la famille, elle m'a pris 2 mois. Et encore une fois, j'aurais pu la faire plus vite parce que j'ai utilisé tous les mécanismes dont je suis en train de vous parler. Je vais pas vous mentir. Mais je suis super content du résultat. Et du coup, ça me fait flipper parce que je me dis, si je fais pas aussi bien, les gens ils vont dire que c'était pas aussi bien qu'avant, puis ils vont se désabonner. Mais en fait, tout ça, c'est des conneries. Parce que vous avez le nez sur votre projet. Alors forcément, vous voyez toutes les imperfections. C'est comme quand je fais de la menuiserie dans l'atelier ou que je fais des trucs en bois. Je vois les petites rayures, les machins. Vous livrez le produit au client, lui, il est ravi, il a rien vu, tout est nickel, tout est parfait. C'est le perfectionnisme, ça, c'est Alex Hormozy qui disait que le perfectionnisme, en fait, c'est de la procrastination déguisée en contrôle qualité. Et donc, quand vous fuyez la réalité avec des drogues ou des distractions, des addictions, c'est pas la tâche qui vous ennuie, c'est le résultat qui vous fait peur. On évite souvent de se poser la question de ce qui pourrait vraiment nous satisfaire si on pouvait l'obtenir. Parce qu'une fois qu'on a défini clairement nos objectifs, ça veut dire qu'on saura si on a échoué. C'est bien plus confortable de garder cette évidence le plus loin possible de notre conscience. Et c'est comme ça qu'on finit par avoir du ressentiment envers les gens qui font ce qu'on fait. Parfois, vous allez même regarder d'autres gens et vous dites « Putain, mais c'est nul ce qu'il fait, je pourrais faire mieux », mais vous faites rien. Et Laurent Oberton, dans son bouquin « Guerre », je me souviens, disait « Le lâche rêve de nuire parce qu'il n'a pas le courage d'accomplir.
C'est une très belle façon de décrire la source du comportement de la majorité des trolls sur Internet, en fait. Les mecs vont chier sur tout ce que font les gens qui ont le courage de s'exposer au monde et de créer quelque chose, du fond de leur canapé, avec un paquet de chips dans la main, un bédo dans l'autre, sur une chaise de gamer et une chambre pas rangée. Et après, ils vont vous expliquer la vie. Faut pas les écouter. En fait, faut même pas répondre, ça sert à rien. Ils construisent leur estime personnelle à travers l'échec des autres. Parce qu'il disait aussi Overton, salir la compétition, le mérite, le beau, la réussite, tout ce qui souligne un peu trop sa médiocrité. Que c'est bien dit. On croit que quand on procrastine à faire des trucs qui nous donnent du plaisir, c'est pour éviter la douleur de faire des choses, mais en fait, plus on prend du plaisir à faire autre chose que de l'effort, si on suit la logique de Lemke sur la dopamine, pareil, podcast ou vidéo à venir, c'est hyper intéressant, les dernières découvertes sur la dopamine. On explose la balance, en fait, dans notre cerveau, entre l'effort et le plaisir. Et plus on prend du plaisir, plus l'effort paraît insurmontable. Et vous allez voir que c'est une balance qui peut s'inverser, mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Donc c'est vraiment un cercle vicieux de merde, quoi. Et donc, au niveau des conséquences psychologiques, parce que je pars dans tous les sens, là, je suis désolé, de pas avancer sur vos projets, ben on finit par s'aliéner de soi-même. Je vais vous lire une autre citation de Ralph Muller, et celle-là, franchement, elle fait partie de mon top 3. Je pense que c'est une des plus belles choses qu'il a jamais écrites. Pourtant, c'était dans les débuts de sa newsletter qu'il a démarré il y a, je sais même plus, un an, je suis nul avec les dates. Et écoutez bien ça, parce que franchement, c'est là, dans le cadre de ce que je suis en train de vous raconter, c'est d'une lucidité et d'une beauté incomparables. Il parle justement, je pense, de ces moments où ça fait des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années, que vous savez que vous devez faire quelque chose et que vous le faites pas, que ça tourne en rond dans votre tête, que vous êtes en train de vous distraire avec des trucs pourris qui vous bousillent la santé, qu'elle soit mentale ou physique. J'imagine qu'il a dû le traverser comme nous tous, et que c'est au fond qu'il a écrit ça parce que, enfin bref, je cite. Oubli de soi et vice se dévorent passionnément. Et à mesure que l'on s'aliène, on épuise les forces qu'on pourrait mettre à se reprendre. On se perd de ne pas agir et on lambine de ne plus être. Il n'est ici même plus question de mensonge. On fait pire que se mentir. On ne s'adresse plus la parole. Il faut parfois aller au bout de cette nuit, se fourvoyer aux dernières ombres pour retrouver goût aux lueurs. La lumière est un choix, celui de se rendre digne des devoirs qui nous incombent par l'effet de notre nature. Chacun a l'intuition des hommages qu'il se doit, c'est elle qu'il faut suivre et ne jamais trahir. Chacun a l'intuition des hommages qu'il se doit, c'est elle qu'il faut suivre et ne jamais trahir. Capiche ? Je sais que c'est dur de regarder son potentiel dans les yeux, en fait, dans sa propre tête, parce qu'il nous parle d'une façon très exigeante, et ça fait un peu flipper. Encore une fois, c'est Nietzsche qui disait ça. Mais les projets que vous gardez en vous, comme ça, qui sont pas réalisés, ou tous ceux que vous avez pas terminés, c'est un poids mental qui est horrible. Vous le traînez toute la journée, et ça prend de l'espace dans la tête. Donc comment on fait pour avancer ? Il faut embrasser l'inconfort pour pouvoir se réaliser. Il faut accepter la médiocrité comme point de départ. On ne pourra pas tout faire tout de suite. Vous ne pourrez pas sortir le bouquin de l'année en une soirée de boulot ou en 10 minutes. Vous n'allez pas voir vos abdos sortir parce que ça fait une semaine que vous êtes remis au sport. Je sais qu'aujourd'hui, on est lobotomisé par les résultats instantanés et les solutions miracles. J'en parlais dans ma vidéo sur la crise des naissances. Mais on sous-estime... Comment je pourrais dire ça ? On sous-estime l'impact des petits efforts quotidiens sur le long terme. Des efforts si petits, en fait, qu'il paraît anodin de les remettre à demain. Bah, je le ferai demain, ça c'est un tout petit truc. Écrire 5 lignes sur une page, j'en ferai 10 demain, c'est pas grave. Et on surestime beaucoup plus encore l'impact de l'effort qu'on fournit chaque fois qu'on essaie de se rattraper. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous sous-estimez l'impact des petits trucs. 5 minutes d'anglais tous les jours. Je vais apprendre à parler anglais, je vais faire 5 minutes tous les jours. Ça n'a pas l'air d'avoir un impact de fou. Bon, aujourd'hui, je l'ai pas fait, c'est pas grave. Demain, je l'ai pas fait non plus, c'est pas grave. Bon, je ferai... Et une semaine et demie après, vous dites, ouais, je vais faire 1 heure d'anglais. Ouais, vous êtes content, vous avez rattrapé toutes vos 5 minutes. Cette fois 5:35, vous avez fait 25 minutes de plus. Sauf qu'en fait, dans la vie, il n'y a rien qui fonctionne comme ça. Il n'y a rien qui est rentré, là, en 1 heure. Vous allez garder quoi? 20%? On va prendre la loi Pareto. 20% de ce que vous avez appris. Bon, on va pas commencer à faire des maths, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a James Clear qui disait, le mec qui a écrit Atomic Habits, là, qui est un best-seller mondial, une des plus grandes erreurs dans la vie est de souffrir pendant des années parce qu'on n'a pas voulu se sentir con pendant 5 minutes. Et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Hein.
On veut pas s'excuser auprès de notre femme ou de notre compagnon, alors on laisse notre relation dépérir. On a peur de l'inconfort du rejet, alors on va pas voir son patron pour lui demander une augmentation ou pour demander n'importe quoi à quelqu'un qu'on veut. On craint que les gens trouvent notre idée stupide, alors on lance jamais son entreprise. Personne aime se sentir ridicule, mais en fait c'est un sentiment qui se dissipe rapidement. La volonté d'endurer 5 minutes d'inconfort, ça s'avère être un avantage significatif dans la vie. Et d'ailleurs, c'est un truc vachement important ça, d'apprendre volontairement à s'immuniser contre toutes ces choses-là et surtout le jugement des autres. Je vous invite à faire des trucs qui sont pas attendus dans le magasin, dans la rue, alors faites pas n'importe quoi non plus. Je vais essayer de trouver des exemples raisonnables. Et juste pour vous habituer, en fait, regarde, par exemple, moi quand j'habitais en Allemagne, je portais des chaussures à 5 doigts de pied, là. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Bon, déjà, c'est parce que je voulais voir un peu l'effet que ça avait sur la posture et la santé. Mais je me suis vite rendu compte que tout le monde te regarde. Il y en a qui sont intéressés, qui te posent des questions, et il y en a qui te regardent comme si t'étais un abruti ou un demeuré. Et j'ai trouvé que c'était un super exercice, en fait. Toutes des petites choses comme ça, qui petit à petit vous fait réaliser que, 1, le ridicule ne tue pas, et 2, en fait, vous êtes beaucoup plus libre que ce que vous pensez dans la vie. Surtout quand il s'agit de gens que vous croisez 5 minutes, et au jugement desquels vous accordez une importance démesurée parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que on est tous dans notre tête à penser à 95% du temps à nous-mêmes. Et je veux dire, vous le voyez bien que vous pensez comme ça, vous êtes toujours en train de penser à vous. Je parle pas d'égoïsme, je parle dans vos pensées, ce qui rumine. Et en fait, tous les autres sont comme ça. Donc les mecs vous croisent, 2 minutes après, ils vous ont oublié. Bienvenue sur le podcast. J'aurais dû appeler ça la mécanique de la digression. Même exemple d'ailleurs pour les parents. Au supermarché. Si votre gamin fait une crise, alors je vais pas dire qu'on a de la chance, j'en ai déjà parlé. Et ils font pas de crise dans les supermarchés. D'ailleurs, au supermarché, on y passe 5-10 minutes maximum quand on y va. Mais il y a souvent une pression sociale sur les parents quand les enfants ont un comportement qui n'est pas jugé par la société comme étant normal. Et je suis presque persuadé que la majorité des parents, en fait, accordent beaucoup plus d'importance à ce que vont penser les autres, de la décision qu'ils prennent à ce moment-là par rapport au comportement de leur gamin, que le bien-être de leur enfant, leur relation avec eux et l'impact que ça va avoir au niveau de sa construction personnelle dans sa vie d'adulte. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même du contraste absurde entre ces deux choses. Des inconnus au supermarché et ta relation avec la chose la plus chère au monde pour toi, ainsi que son avenir, quoi. C'est pas pour rien qu'il faut tout faire dans la vie pour essayer de pas toujours être en train de courir et de devenir un robot où tout ce qu'on fait est inconsciemment mécanisé. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir une vision et ce qu'on appelle l'antivision, c'est-à-dire ce qu'on veut pas. Et d'essayer d'aligner toutes nos actions, les plus petites, si petites soient-elles, sur ces deux choses-là. De toute façon, si vous voulez faire les bons choix dans ces moments-là, comme je disais, je sais plus dans quelle vidéo, faites le contraire des autres. Hein. Généralement, honnêtement, je renie pas les autres, hein, mais pour la majorité des gens, faites le contraire en fait de ce qu'ils font. Généralement, c'est plutôt la bonne idée. Hein, quand quelqu'un vous coupe la route, vous les ignorez. En fait, ça sert strictement à rien de s'énerver. Les mecs vont pas apprendre à conduire parce que soudainement, vous avez klaxonné ou vous lui avez mis un doigt par la fenêtre. Quand Janine est à la caisse, devant vous, là, et qu'elle dit « Ouais, je vais payer la moitié par chèque, un quart par carte bleue, le reste en espèces », et qu'une fois que tout ce petit cirque est terminé, en fait, vous vous rendez compte que ce qu'il y a après la barre de séparation sur le tapis, c'est pour elle aussi, mais c'est pour l'association du quartier, ça sert à rien de souffler pour essayer de transmettre votre agacement à la personne qui est en face de vous. Il ne faut pas oublier quand même qu'il n'y a pas une planète pour chaque personne dans l'univers. On a tous la même. Sortez votre téléphone, ça c'est la pire option possible, enfin c'est la deuxième pire option possible après celle que je viens de vous donner, mais vous pouvez aussi juste respirer, regarder autour de vous, analyser le monde, penser à vos projets, vous dire qu'en fait, ce que vous avez l'impression qui dure depuis 1 heure, si vous aviez lancé le chronomètre sur votre téléphone au lieu de scroller sur TikTok, vous vous rendriez compte que ça fait que 33 secondes que c'est en train de se passer. C'est ça la vraie tolérance, hein, parce que putain... Les activistes en ce moment, les jeunes et tout là, qui veulent vous parler de tolérance, mais putain, mais il n'y a pas plus intolérant qu'eux. Mécanique des digressions, bonjour. Comme ceux qui collent au cul en bagnole. Je supporte pas ça, moi.
Vous avez déjà acheté un truc à 1500 balles que vous n'aviez pas prévu, en fait, c'est fragile, c'est la prunelle de vos yeux, vous êtes parti le chercher dans l'excitation puérile, vous avez complètement oublié qu'en fait vous alliez rouler en bagnole pour le ramener, et qu'il n'y a rien pour l'accrocher, que ça va être mis en bancal sur la banquette arrière et sur le tableau de bord. Du coup, vous roulez comme un abruti à 25 parce que vous voulez pas le péter. Ben en fait, quand vous collez au cul des gens, ça peut très bien être vous dans cette situation-là, juste en face. Ou Mémé qui est en train de faire une crise cardiaque, il n'y a pas d'ambulance et c'est son gendre qui est en train de l'amener à l'hôpital, si tu veux. Bon, revenons-en à un autre sujet, là. Putain, je vois 52 minutes d'enregistrement, bordel. Il faut accepter sa médiocrité, pour commencer. C'est pas plus compliqué que ça. Faut se donner la permission d'être nul. Faut apprendre à vous vautrer dans la honte, en fait. La honte de la distance qui vous sépare entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous voudrez être. Le fossé entre ce que vous savez faire et ce que vous souhaiteriez être capable de faire. En fait, cette honte à dose modérée, c'est une source d'énergie qui vous pousse à agir. Mais si vous engagez à outrance vos pensées là qui se passent dans votre tête et que vous vous renfermez sur vous-même, alors vous serez paralysé. Il n'y a qu'en faisant face à vos erreurs, en faisant face à des problèmes sur le chemin de vos objectifs que vous pourrez atteindre ces derniers. En fait, un truc fait moyennement bien, ça bat un truc parfaitement imaginé tous les jours. Il y a aussi un autre piège qui va un peu en contrepoint de tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que parfois, au lieu de s'accrocher à des projets dans lesquels on s'est investi pendant des années, il faut savoir les laisser partir. Peut-être vous avez acheté du matos, vous avez investi de l'argent, vous avez pris des formations, vous avez fait des choses, et puis vous arrivez à un moment dans votre vie où ça vous motive plus, vous avez plus envie. Il y a des moments où il faut savoir arrêter. Ça s'appelle le sophisme des coûts, je sais même pas comment le traduire en français, de sunk cost fallacy en anglais. C'est un modèle mental économique pour les business. C'est-à-dire que plus vous allez investir dans un truc, plus vous allez avoir du mal à le lâcher parce que vous allez vous dire, un très bon exemple. Vous avez regardé Walking Dead, je sais plus combien il y avait de séries, et en fait ça devient très pourri vers la fin. Mais vous continuez à regarder, vous dites, putain, on s'est quand même tapé, je sais pas combien de saisons, on va quand même regarder la dernière, quoi. Merde. Non, faut savoir les laisser partir. Je me souviens, j'avais un pote au lycée, moi, alors je sais plus exactement quel était son parcours, parce que ça fait très longtemps qu'on se voit plus, qui s'appelait Antoine, et il faisait des études de droit, certainement parce que ses parents bossaient là-dedans, et que c'est ce que son cadre familial, explicitement ou implicitement imposé dans sa pensée comme trajectoire professionnelle. En fait, il a arrêté. Aujourd'hui, il est ferronnier et je suis sûr il travaille le métal. Je sais pas si on dit ferronnier pour ce qu'il fait. Mais je pense qu'il kiffe beaucoup plus la vie qu'il a aujourd'hui que s'il avait été avocat ou autre chose dans le droit. Donc voilà, commencer. Quand on est débutant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est jouer. L'excellence, ça grandit par l'expérimentation. Le chemin vers la perfection passe par un tas de trucs très mal faits, en fait. On peut pas y réchapper. Il faut se rendre compte que le travail difficile, c'est souvent moins douloureux que l'évitement chronique. Pourtant, on choisit tous souvent la douleur lente sur des années et des années. La poursuite du bonheur, c'est bien, mais des fois, il y a des passages difficiles, en fait. La poursuite du bonheur, c'est pas un objectif... c'est un objectif de vie, en fait, qui est un peu simpliste et pas très réaliste, voire même égoïste. Ça mène à se programmer artificiellement pour éviter l'inconfort, la fatigue, la peur et les situations difficiles. En fait, la souffrance et la lutte forment une partie essentielle du processus de la vie et de l'épanouissement. Les projets les plus importants dans la vie, ceux qui ont le plus de valeur, en fait, ils sont tous accomplis avec un menu Excel de galères et d'efforts. Donc posez-vous la question tous les jours, ce rêve que vous avez, ce truc que vous voulez faire, qui n'avance pas, qui tourne en boucle dans votre tête, en fait, c'est très simple, décomposez-le. Comme je disais, essayez pas de vous dire un jour je vais me poser et je vais tout faire. Dites-vous juste, j'en sais rien, imaginez que vous vouliez vous mettre à faire du sport, mais dites-vous je vais faire 5 pompes tous les jours. Qu'est-ce qui fait bouger l'aiguille en fait? Qu'est-ce qui fait progresser la barre de chargement sur votre projet? C'est ça la tâche qu'il faut prioriser. Et il n'y a pas besoin d'en faire une montagne. Commencez par des trucs mais tellement petits qu'ils sont ridicules en fait. Vous voulez aller commencer à courir, courez jusqu'au bout de votre pâté de maison et vous revenez tous les matins. Et vous faites pas plus, même si vous avez envie. Au moins, vous mettrez l'habitude de le faire. Vous serez content de l'avoir fait.
Et puis vous allez voir que très très vite, les 3 paragraphes que vous avez dit que vous écrivez, une fois sur 4, vous allez écrire 5 pages parce que vous êtes parti, ça y est, vous êtes dans le flow et ça roule tout seul. Faut le faire tous les jours en fait. Stephen King, dans son bouquin qui s'appelait On Writing, où il écrit pas de la fiction, là il raconte carrément son histoire en tant qu'auteur, il l'explique ça. Il dit, les gens qui produisent rien en écriture, ils attendent que la muse vienne les trouver. Et lui il a dit, la muse elle sait où me trouver. C'est tous les jours à la même heure le matin dans mon bureau. Voilà. Les auteurs, en fait, ils se posent pas de questions. Ils se posent le cul, ils écrivent. S'il faut balancer, ils balancent. Mais de temps en temps, la muse passe. Si vous êtes dispersé partout et que, en fait, vous avez pas de routine par rapport à tout ça, la muse, elle sait pas où elle doit aller. Le deuxième levier, c'est votre attention. Et je dis toujours à mes filles, en fait, aujourd'hui, il y a que les 2 ressources les plus chères que vous avez au monde et qui influencent à la fois qui vous allez devenir et ce que le monde autour de vous devient, c'est votre attention et votre argent. L'argent, on va pas en parler, mais c'est très clair, hein, parce que je vois encore des gens sur ma vidéo sur la destruction de la famille ou la crise des naissances qui me disent oh, il faut faire moins d'enfants parce que nos modes de surconsommation capitaliste et la pollution de la... les gars, hein, tant qu'il y aura des cons pour acheter, il y aura des cons pour vendre. Hein. Alors commencez par vous regarder en face, à qui vous donnez des sous, et vous verrez qu'en fait, ces gens-là gagnent de l'argent parce qu'ils proposent des services qui procurent satisfaction à des gens. Vous. S'il y avait personne pour acheter, les business, ils n'existeraient plus. Et donc l'attention, là, il vous faut une vision, en fait. Et une anti-vision. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez pas? Vous immunisez contre les stimuli de la culture de masse en permanence. C'est de l'entraînement. C'est un art martial. La caisse du supermarché vous dégueule un ticket pour de l'Oasis. Vous le posez sur la caisse et vous partez. Hein. On boit pas d'Oasis, on boit de l'eau, les gars. Hein. On est en bonne santé. Il y a les pubs pendant que vous regardez votre émission télé. Regardez pas la télé. Si vous regardez la télé, coupez le son. Levez-vous du canapé, allez faire autre chose. Vous laissez pas happer. Tout ça, c'est de l'entraînement. Hein. Il y a une glande dans le cerveau, là. Je sais plus qui est-ce qui expliquait ça. Je sais plus comment il s'appelle, lui. Un neuro scientifique, je sais même pas comment on dit. Qui s'appelle l'AMCC, je crois, cortex médullaire, je sais plus, faudrait que j'aille voir, mais ça fait 1 heure que j'enregistre, là, on va pas s'emmerder. C'est pas un muscle, mais c'est comme tel, en fait. Si je vais aller voir, parce que sinon je vais vous raconter n'importe quoi. Le cortex singulaire moyen antérieur, accrochez-vous bien. C'est un centre de contrôle du cerveau qui vous aide à surmonter les défis et les actions difficiles. Il s'active pour vous aider à rester concentré, à persévérer, mais aussi à tolérer la douleur et l'inconfort. Et ce qui est plus intéressant avec ça, c'est qu'elle peut grossir ou réduire comme un muscle. Et donc, elle peut potentiellement s'atrophier. Et en fait, pour la développer, ce qu'ils ont découvert en faisant des tests, c'est pas qu'il faut faire face à quelque chose de difficile qu'on veut faire, c'est ça qui est bien, mais à quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de faire. Par exemple, vous venez de faire une séance de sport, vous êtes rincé, et vous vous claquez, j'en sais rien moi, vous rajoutez 100 jumping jack et puis 3 séries de 20 pompes alors que vous en pouvez plus. Un truc que votre cerveau veut pas que vous fassiez. Et c'est comme ça que vous développez petit à petit de la volonté de faire des trucs plus difficiles. Comme ils disent, la résistance pour faire cette action doit être haute et la pulsion de faire autre chose aussi. Donc ça prouve bien qu'il faut affronter l'inconfort pour grandir et que la glorification du confort aujourd'hui, elle fragilise les gens. Donc pour revenir à l'attention, faites très attention de ce que vous faites avec. C'est votre ressource la plus précieuse. Parce que tout ce qui rentre dans votre système, ça conditionne la qualité de ce qui va en sortir. Et n'attendez pas d'être motivé pour faire quelque chose. C'est pas la motivation qui précède l'action. C'est l'action qui fabrique la motivation. Voilà, je pense qu'on va boucler là, parce que, comme je vous disais, la magie que tu recherches se trouve dans le travail que tu évites. Développer votre potentiel ou réaliser ces choses que vous voulez faire depuis longtemps et sur lesquelles vous n'avez pas encore avancé, c'est un devoir que vous avez envers vous-même. L'inconfort, il est temporaire. Par contre, la souffrance de l'inaction, elle est durable. Imaginez que vous ayez un pote et vous l'invitez souvent à la maison et le mec, la première fois, vient pas. La deuxième fois, il vient pas. La troisième fois, il vient pas. Qu'est-ce que vous allez penser de lui, en fait? Comment vous allez le juger? Est-ce que vous allez continuer à vouloir l'inviter, à rester pote avec lui? Soyez pas cet ami avec vous-même. Quand vous vous faites des promesses, essayez de les tenir. Parce qu'à chaque fois, vous vous dites, demain, je vais me lever tôt, je vais faire ci ou je vais faire ça, et que vous le faites pas, vous détruisez l'estime que vous avez de vous-même. C'est pour ça que je vous dis, commencez par des petites choses. Je sais que c'est difficile pour l'ego,
T'as envie d'aller à la salle et de te taper un circuit d'1 h 30 et sortir, t'es tout bombé là, t'es tout musclé. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Brossez-vous l'ego avec des petites tâches. Parce qu'il faut commencer pour découvrir les obstacles et ensuite aller voir comment les surmonter. Faut pas se dire je veux tout savoir avant. Si vous voulez trafiquer une photo sur Photoshop, ça sert à rien de vous tanker 2 heures de tutoriel en fait. Prenez la photo, téléchargez Photoshop, vous la mettez dedans et vous dites ah, faut que je fasse ça. Allez voir ce que vous voulez faire. Je veux effacer la tête du mec. Comment effacer la tête du mec sur Photoshop? Boum, vous appliquez la théorie à la réalité tout de suite. Et là, ça rentre direct. C'est pareil avec vos projets. Faites pas comme ils font à l'école avec nos enfants, c'est-à-dire les considérer comme des boîtes dans lesquelles on va bourrer des connaissances qu'ils appliquent sur rien du tout et qui leur servira à rien plus tard. Quoi qu'il arrive, faites un choix. Faites un choix sur ce que vous voulez et surtout n'ayez pas peur du défi. Parce que sans défi, on peut pas grandir. C'est Jordan Peterson qui disait « Si tu veux gagner, tu joues au basket contre ton neveu qui fait 1m20 quand toi tu fais 1m90 et t'es sûr de gagner. » Mais est-ce que vous la voulez vraiment, cette victoire-là? C'est comme votre relation avec votre partenaire. C'est censé te faire grandir, en fait. Et c'est pour ça que ça doit aussi être un challenge équilibré, qu'on veut pas gagner facilement. Si on choisit de rester ensemble, c'est justement parce que la victoire, elle est pas assurée. Ça se transforme en un défi, qui est dans l'intérêt des deux parties. C'est quoi l'intérêt d'un challenge équilibré? Dans un challenge équilibré, les deux personnes grandissent. Là, c'est pareil avec votre travail, votre projet. Trouvez les choses qui sont pile à la limite de l'inconfort, pas impossible et pas non plus trop facile. C'est là que vous allez entrer dans le flow et que vous allez perdre la notion du temps et vraiment vous éclater. Parce que dans un défi complètement déséquilibré, par exemple dans une relation, t'en as un qui gagne facilement, qui finalement grandit pas du tout puisqu'il apprend rien de nouveau. Il a juste écrasé l'autre. Et celui qui se fait écraser, il perd de l'estime de lui-même et il rapetisse. Donc il fait pire que stagner et il se perd de plus en plus sur le chemin. Une relation qui démarre sur un qui domine à l'extrême et l'autre qui s'écrase, dans celle-là, il n'y a aucun gagnant. Cette analogie, elle s'applique à tout ce qu'on fait dans la vie, en fait. Par exemple, moi, j'ai essayé de faire écrire l'intelligence artificielle à ma place. J'avais mon petit singe à l'intérieur, là. Il me disait, vas-y, fais écrire l'IA, on gagnera du temps. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas moi. Non seulement c'est tellement facile qu'on se sent indigne, en plus on sent bien que c'est pas nous et que c'est de la merde. Toujours à cause de ce fossé entre le goût et la compétence. Du coup, on s'énerve comme un con parce qu'on est à nouveau face à l'évidence et oui, mon coco. Comme toujours, faut bosser, y a pas de secret. Ça en dit long d'ailleurs sur les gens aujourd'hui qui vous pondent du contenu 100% fait par l'IA en prétendant que c'est eux qui l'ont fait. Par conséquent, ça prouve bien qu'ils n'ont soit aucun goût, soit aucune estime pour eux-mêmes ou encore les deux. Faites un choix de ce qui compte vraiment pour vous, comme je disais au début, et tenez-vous-y. On vit dans un monde où on a des choix illimités, en fait, et on a peur de manquer de quelque chose, on veut tout faire. Moi, j'ai plein de trucs qui m'intéressent. C'est un peu n'importe quoi, en fait. Je suis obsédé par plein de trucs. Mais en fait, c'est là qu'il est le sens du choix. On a tendance à croire que choisir, c'est une sorte de défaite. Comme si on n'était pas assez pour pouvoir tout faire. En fait, c'est un simple déni de limitation. Choisir, c'est un acte de courage. Choisir, c'est une affirmation. L'engagement dans une relation à long terme, comme un mariage par exemple, ça ferme la porte à toutes les autres possibilités de relation. Et c'est justement ça qui donne un sens à la relation. Si on devait jamais décider de laisser tomber certaines choses, en choisissant quelque chose, aucun choix aurait réellement de sens ou d'importance. Pourtant, c'est ce qu'on fait par peur d'échouer, d'être blessé. Rien n'est plus difficile que de tourner le dos au monde quand tout nous pousse à le laisser nous engloutir. On doute déjà de se soustraire aux activités accessoires et on méprend le coût social de ce refus pour un coût personnel. Que vont dire mes amis? Mais le réel courage, en fait, ça nécessite de s'affranchir des activités qui nous sont chères pour concentrer son énergie sur celles qui nous importent depuis toujours au fond de nous-mêmes. Et celles, c'est au singulier. C'est dans cette épreuve que réside tout le sens du choix. On voit le choix comme la perte de tout ce qu'on rate, mais sans ça, aucun choix n'aurait vraiment d'importance, comme je vous disais. Vous avez le choix. Soit vous affrontez la solitude pour enfin accéder au sommet du monde, ou vous vous liquéfiez pour huiler ses rouages. Quel est le travail que vous évitez et qui pourrait transformer votre vie? Je ne sais pas. En tout cas, je vous encourage à faire le premier pas, même imparfait. Je vous rappelle en fermeture la fin de la citation de Ralph Muller. La lumière est un choix, celui de se rendre digne des devoirs qui nous incombent,
par les faits de notre nature. Chacun a l'intuition des hommages qu'il se doit. C'est elle qu'il faut suivre et ne jamais trahir. Merci d'avoir traîné avec moi jusque-là. Il est tard. J'ai largement dépassé les 10 minutes de ce podcast, mais vous voyez, c'est un très bon exemple en fait. Parce qu'à la base, je flippais, je sais pas quoi dire. Je me suis dit, tu fais 10 minutes, et voilà, c'est une de ces 1 fois sur 4 où en fait, ça s'est pas trop mal passé. Merci à vous d'être là, n'hésitez pas à vous abonner, partagez si ça vous a plu. La prochaine, je pense que je ferai un épisode sur les réseaux sociaux et ce sera pas ce que vous pensez. On va dévoiler une dimension des réseaux sociaux qui est peu connue, je pense, du public et qui est pourtant capitale pour les appréhender, voire en dégager le plus vite possible. L'impact que ça a aujourd'hui sur la société. Et on va parler, on fera un petit zoom sur TikTok aussi et son histoire par rapport à la Chine parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à dire. Et je ne vous garantis pas de ne pas digresser puisque comme vous avez vu, c'est ma spécialité. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Moi, je vais me pioter. Bonne soirée à vous, bonne matinée où que vous soyez, bonne route vers le taf. À bientôt les amis.